monnaie, traître, volée, fête, calibre, j'presse, j'dollars, tête, monnaie, traître, volée, fête. Petite intro sur les traîtres pour commencer ce podcast numéro 111. Je ne doute pas que vous avez la référence et que vous savez pourquoi j'ai choisi cette musique. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? La tête dans le cul, comme je te disais avant le podcast, parce qu'il est 7h du matin ici. Mais est-ce que tu crois que ça nous intéresse ça ? On est là pour parler de Giants, on s'en fout que tu sois la tête dans le cul. Bon. Eh ben salut, à la prochaine, je retourne me coucher. Pauvre Gauthier qui se réveille à 3h du matin pour enregistrer un podcast. Tout ça pour vous, cher public, pour parler tout ça c'est la passion et pour parler de cette free agency qui a été absolument folle. Et d'ailleurs en fait j'étais moi-même un peu surpris de la free agency parce que j'ai été tellement à fond côté boulot que hier quand j'ai vu les tweets arriver j'ai fait ah putain c'est vrai ça a commencé et puis forcément ces nouvelles qu'on a vu passer bonnes et mauvaises et dont on va parler lors de cet épisode. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, ça a commencé à s'ouvrir, il était 17h en France et j'avoue que entre 17 et 18h c'était difficile de bosser parce que il y avait plein de trucs qui tombaient. À 17h02, on n'avait toujours pas d'annonce de move de Joe Schoen et donc les gens étaient en train de dire ça y est, faut le virer, quel GM de merde, il est 17h10, il s'est toujours rien passé, il y avait des mèmes sur Joe Schoen, etc. Bref. Le coup classique, hein, forcément, donc à la fois on lui demande de pas faire n'importe quoi et pas de s'enflammer, mais les gens voudraient aussi qu'il soit super actif tout le temps. En tout cas, il s'est passé des choses. Nous sommes l'équipe qui a le plus dépensé sur cette première journée de Free Agency. Et au moment où on enregistre ce podcast, il y a déjà des news sur la deuxième journée aussi, dont on pourra parler rapidement aussi. Mais j'ai l'impression que beaucoup s'est joué en fait sur cette première journée pour nous, et je doute que l'on soit ultra actif sur la suite de la Free Agency, même si évidemment il va y avoir des signatures, des petits deals et des trucs comme ça, mais il n'y aura pas de grosses plages comme il y a eu avec Brian Burns, évidemment. Mon cher Thiergo, je te propose de commencer avec l'éléphant au milieu de la pièce, forcément, puisque c'est ce que tout le monde a envie d'évoquer. Jermaine est lui mort. De quoi ? Oui, c'est ça. Jermaine Eluemunor. Ouais, alors son nom, il est... Eluemunor ou quelque chose mais comme mec, ça. je sais même pas comment on prononce, mais on va devoir se débrouiller et il va falloir que j'écoute 2-3 podcasts en anglais, que les Américains m'expliquent comment on prononce ce nom-là. D'ailleurs, c'est peut-être même pas eux qui le prononcent le mieux, mais bon, on va... il est anglais, donc a priori, c'est plutôt en côté plus. de nos amis Roastbeef qu'il faut aller voir ça. Mais ouais, on demandera à Giant Suke comment on prononce. Ouais. Bref, toujours est-il que la première chose que l'on a vu annoncer, très vite après le début de l'ouverture, donc je crois, je me souviens plus, mais ils ont pas le droit de signer vraiment, mais ils ont le droit de s'engager, enfin bref, il y a un truc comme ça. Toujours est-il que ça commençait vraiment hier à 17h, enfin donc lundi à 17h, et donc on a appris que Saquon Barkley allait signer chez les Eagles pour 3 ans, 37,75 millions de dollars qui peuvent monter jusqu'à 46,75 dépendant, j'imagine, de ses performances. Donc c'est le pire scénario, clairement, hein, on voulait pas imaginer ça. Donc qui partent, on va en parler, mais on n'a pas la même vision des choses. Qui partent, moi je trouvais ça logique. Qui part chez les Eagles, pour le coup, c'est vraiment ça mon gros problème. Je te laisse t'exprimer, Thiergo, sur le sujet. Je sais que toi, t'étais très déçu de le voir partir. Moi, je l'avais dit dans plusieurs podcasts, vous savez mon avis. C'était la décision la plus logique. Dis-nous ce que tu as ressenti, tes pleurs, tes cris, comment ça s'est passé chez toi, et quel est ton avis un peu sur ce départ et cette signature de Barkley à Philadelphie. Alors, c'est marrant parce que cette signature m'a ramené de nombreuses années en arrière. Oh, je sais ce que tu vas dire, ça va être pareil pour moi, vas-y. En 2011, pour être tout à fait exact, quand les Giants étaient en discussion pour re-signer Steve Smith, le receveur. Ouais. Ça te ramène à ça, putain, c'est marrant. Bah oui, parce que Steve Smith était l'un des receveurs préférés d'Eli Manning, qu'il était extrêmement productif, il s'était malheureusement blessé. Et à défaut d'accord, Steve Smith est parti chez les Eagles, avec quand même un goût amer, parce que tu sentais qu'il faisait vraiment ça par vengeance. Et d'ailleurs, il avait fait quelques remarques par rapport aux Giants. Enfin, tu vois,
il était assez dégoûté que les Giants ne lui aient pas proposé un contrat, ce qui à l'époque était quand même assez logique parce qu'il s'était éclaté le genou et les Giants ne voulaient pas le payer comme un gros receveur. Bien sûr. Donc la situation est un peu différente. Enfin, il y a des similitudes, mais le contexte global est différent parce qu'il y avait une blessure au milieu de tout ça. Pour ce qui est de Saquon Barkley, j'ai en effet toujours dit que j'aurais bien voulu qu'on le garde, pas à n'importe quel prix, ceci dit. Hein. Pour moi, si on pouvait le garder à 11-12 millions par an sur 2 à 3 ans, ça ne me dérangeait pas. Mais je m'étais un peu fait une raison en me disant non mais à tous les coups il va y avoir une équipe qui va réussir à le signer à 14-15 millions et puis ce sera tant mieux pour lui. Mais bien entendu, j'espère que ce soit tout sauf les Eagles. Et je m'étais dit que bon, les Eagles, ils avaient peut-être un peu d'autres priorités que le running back, que à moins qu'ils aient vraiment envie de nous faire chier, ils n'allaient pas nous prendre Saquon Barkley. et Howie Roseman a décidé de nous faire chier. J'imagine que l'annonce de la retraite de Fletcher Cox lui a apporté un peu plus de cap space, donc il s'est dit tiens, je vais prendre Saquon Barkley. Et en fait, ce qui me dégoûte et aussi leur centre Kelsey, hein, ils ont eu plusieurs retraites coup sur coup. Non, mais en fait, je parlais pas de Kelsey parce que Kelsey, on l'a vu venir depuis longtemps, donc c'est juste que du coup, la veille de la free agency, t'as encore un peu plus de cash qui se libère, donc en effet, ils ont pas mal de cap space qui s'est libéré. Et en fait, je crois que, alors ça m'aurait de toute manière fait chier, quel que soit le prix que Saquon Barkley signe chez les Eagles. Mais ça m'aurait peut-être un peu moins fait chier si ça avait été pour 15 millions dur et non pas parce qu'en fait il peut aller jusqu'à 15 millions avec des incentives mais on même sait plus, très bien que je crois ça fait 15 millions 15 et demi voilà mais on sait très bien qu'il y a peu, on connaît pas les incentives mais à mon avis il y a peu de chances qu'ils les atteignent mais tu vois en fait ce 12 millions tu te dis putain en fait il aurait pu rester chez nous et il serait pas parti chez les Eagles. Ouais. Après, bien entendu. Alors du coup, est-ce que tu en veux aux Giants ou aux Eagles de ça aux Giants ou à Saquon Barkley? Alors la décision, elle repose entièrement sur Saquon Barkley. Mais d'un côté, si tu retires l'émotion de tout ça et que tu regardes au fait que c'est un joueur professionnel qui est l'un des meilleurs à son poste, qui s'est fait flouer par son équipe l'année précédente et qui en fait a une opportunité d'avoir un gros contrat, tu dis oui bien sûr c'est logique qu'il parte chez les Eagles. Hein. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui regardent cette transaction, ce choix de Saquon Barkley en disant il a fait ce qu'il y avait de mieux pour lui. Après, vis-à-vis de tout ce qu'il a dit par rapport aux Giants, je veux faire ma carrière ici, je veux pas partir, etc. En effet, quand tu es un fan, tu te sens un peu floué en te disant en fait tout ça, est-ce que ça avait vraiment de la valeur parce que tu vas dans la pire équipe possible. Est-ce qu'on aurait ressenti la même chose s'il était parti chez les Cowboys? Peut-être. Chez les Redskins, un peu moins. Mais en dehors de la NFC East, on n'aurait absolument pas ce ressentiment. Mais après, maintenant, non, c'est clair. On est aussi conscient que le choix de Joe Schoen, de le laisser passer, de le laisser partir, ça nous ouvre des possibilités pour nous renforcer ailleurs et on va pouvoir en discuter dans quelques instants. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je pense que c'était le choix logique, que on revient encore à cette fameuse discussion, fallait-il le prendre en choix numéro 2, machin. Bon, j'ai l'impression que, du coup, vu ce que ça a donné chez nous, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. C'était pas le joueur clé qui nous a permis de retourner cette franchise et de revenir sur le chemin de la victoire. Et bon, voilà, ça paraît maintenant assez logique de se dire que c'est effectivement rare que ce soit un running back qui te redresse une franchise à lui tout seul, à peu de choses près, surtout qu'on a appris dernièrement que Gettleman a eu des calls pour l'échanger, ce pick numéro 2, pour récupérer 1 voire 2 premiers tours de draft et qu'il a même pas décroché le téléphone tellement il était sûr de lui, donc ça pour moi c'est quand même très très limite, mais bon bref. Et donc il est logique que Joe Schoen ne l'ait pas re-signé à ce prix-là. Il l'avait dit, on le savait que Joe Schoen il joue beaucoup sur la valeur des postes. Pour lui, le poste de running back n'est pas un poste sur lequel ça mérite de mettre de l'argent. C'est pas une premium position sur lequel il faut aller mettre 10, 15, 20 millions de dollars.
Le poste de outside linebacker, pass rusher, l'est clairement, puis on en parlera tout à l'heure, et pareil que running back, le poste de safety ne l'est pas. Et donc, dans sa tête, c'était assez clair, je pense, même malgré ce qu'il a dit, et de toute façon, un GM ne va pas dévoiler ses cartes et montrer à tout le monde ce qu'il va faire. Il savait qu'il n'allait pas faire de gros efforts, et donc il avait très peu de chances de garder ces joueurs-là. D'ailleurs, le transition tag sur McKinnon n'aurait pas été suffisant non plus. On a eu des discussions avec certains sur Twitter aujourd'hui. Toujours est-il que le fait de le laisser partir, c'est une chose. Le fait que lui aille signer tout de suite, directement, en 3 secondes, sans trop réfléchir, chez l'équipe qui lui propose le plus gros contrat, et donc qui tombe chez les Eagles, qui est l'ennemi juré. Alors comme tu l'as dit, il disait quelques semaines avant, moi je veux rester là, machin, je veux faire ma carrière chez les Giants. Ça, c'est foutage de gueule. Il s'est mis tous les fans à dos, et pour une grosse partie de la fanbase des Giants, ce mec n'existe plus. Je veux dire, on n'entend plus parler de lui. On va être encore plus dégoûté, puisqu'évidemment, on sait ce qui va se passer. Il va venir jouer ces 2 matchs chez nous, enfin un match chez eux, un match chez nous contre nous, et bien sûr qu'il va mettre un TD, et bien sûr qu'on va être vénère, et ils vont nous battre, et ça va être terrible. Donc voilà. Autre scénario possible. Il se blesse au bout de 3 matchs, puisque, rappelons-le quand même, il a été énormément blessé pendant ces dernières saisons quand il a joué chez nous. Donc voilà, moi il va avoir une meilleure ligne offensive, hein, donc c'est ça. Ouais, mais les blessures, c'est pas trop lié à la ligne offensive non plus. Je veux dire, une blessure, ça peut arriver. Il y a une de ces blessures, il se blesse tout seul. Oui, non, bien sûr, mais... Quand tu repenses au Super Bowl, je sais plus quel joueur qui rentre sur le terrain, il est sur la ligne de touche, il fait 3 pas, il se blesse tout seul, il est touché par personne. Ouais, mais il risque de faire des meilleurs... C'est de la malchance qui dépend pas en fait, de ton histoire de blessure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans la mesure où il a une meilleure ligne offensive, je m'attends aussi à ce que ce soit un joueur qui soit moins en train de danser sur place, et qui du coup se blesse moins, parce que c'était contre les Bucks qui s'était blessé il y a quelques années, je crois, où en fait justement, il y a eu les Bears, il y a eu... Ah non, c'est les Bears, c'est ça. C'est en fait, il est en train de danser derrière la ligne, parce que la ligne est en train de rien bloquer pour lui. Donc après, je suis d'accord avec toi. En effet, tu peux avoir une très bonne ligne offensive et te blesser quand même. Il a une histoire d'être un joueur extrêmement fragile, et ça fait aussi partie de la décision de Joe Schoen. Bien sûr. En fait, je vais pas mettre autant d'argent sur ça, alors que je vais en tirer très peu de matchs et très peu de production. Ouais, c'est quand même... là, je veux dire, aujourd'hui, la pilule passe mieux qu'elle n'est passée hier. Mais ça fait chier. Et ça me fait doucement rire quand je vois un peu sur tous les réseaux sociaux, ils mettent Saquon qui part aux Eagles, et ils te montrent des vidéos soit de sa saison rookie, donc c'est Eli Manning qui lui envoie des passes et qui lui fait des hand-off, soit de ses courses à Penn State. Alors tu dis ok les gars, c'est bien beau, mais c'est plus Saquon, c'est pas ce Saquon là que vous allez avoir, hein. Il est plus comme ça Saquon maintenant. Donc il est très bon, aucun souci, c'est un bon joueur. Encore une fois, pour moi, la passe, il est pas du tout au niveau de ce qui pourrait être en tant que running back, même s'il y a eu quelques belles actions, mais il est plus explosif comme il l'était avant, et on l'a dit plein de fois, les courses de 50 yards qu'on a vues pendant ces 2 premières saisons, on n'en a pas revu depuis, donc c'est clairement pas le joueur qu'il était, et pour les Eagles, franchement je suis curieux d'écouter le podcast des Eagles, voir ce qu'ils vont en dire, est-ce qu'ils sont contents ou pas. À mon avis, ils pensent aussi que c'est un petit peu cher payé pour un joueur comme ça, et running back, quand tu arrives vers la trentaine, bon il est encore long, il a quel âge, 26 ans, c'est quoi, 27, 26 ? Non mais 27, ils seront contents de nous avoir foutu le seum. Voilà, ça par contre, c'est exactement ce que j'allais dire, ils seront sûrement très contents pour ça, et ils ont raison. Je veux dire, si on avait piqué un joueur qui est un peu la face, le visage de la franchise des Eagles, ça nous aurait fait bien rigoler aussi. Maintenant, je suis pas sûr que ça change leur équipe du tout au tout. Quand on voit leur niveau de fin de saison, c'était quand même assez catastrophique, c'est pas Saquon qui va changer grand chose à ça. Voilà, ça veut pas dire qu'ils vont pas être bons l'année prochaine, mais voilà. Donc en tout cas, pour moi, Saquon, c'est un joueur que j'adorais, j'étais quand même lucide sur son niveau, mais pour moi, il a pas marqué l'histoire des Giants, et il la marquera jamais, ça c'est sûr. J'ai failli acheter son maillot l'année dernière. T'imagines, t'aurais acheté McKinney et Barkley. Et justement, ça nous fera une belle transition vers McKinney. En fait, j'avais décidé finalement d'acheter celui de Dexter Lawrence. Parce qu'il avait signé un long contrat. Je n'ai pas pris celui de Barkley parce que c'était en franchise tag. Qu'est-ce que tu as été malin. Alors juste, je voudrais rajouter un tout petit truc, parce que tu l'as évoqué et j'ai peur d'oublier de le dire. Tu disais que le fait qu'il se blesse, ça fait partie des raisons pour lesquelles Joe Schoen ne l'a pas re-signé. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans tous les joueurs qu'il a signés hier, c'est tous des joueurs qui se blessent
très 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 peu, qui ont manqué maximum 2 matchs sur les 2 dernières saisons. Donc ça c'est une constante et je trouve que c'est très malin de la part de Joe Shane de faire rentrer ça dans la balance des joueurs qu'il va signer. Donc on en parlera peut-être, mais je l'avais en tête et je voulais l'évoquer parce que j'avais peur de potentiellement l'oublier. Ok, bah voilà, donc est-ce que je vois pas trop ce qu'on peut dire de plus sur Saquon Barkley, c'est retournement de veste absolu, va te faire enculer. On va pas être méchant comme ça, mais oui, clairement il y a j'ai pensé des choses comme ça hier, tu demanderas à ma copine ce que j'ai pu dire, je ne répéterai pas ça à l'antenne. Voilà. Et donc le deuxième move qu'on a appris juste après, et c'était à ce moment-là en fait on n'avait pas fait grand-chose de notre côté, et c'est du coup, mais c'est pas la première fois qu'on a ce genre de free agency où ça commence par des signatures, on se dit oh là là c'est terrible, tout se passe mal. Et finalement après bon on arrive à signer des joueurs, évidemment c'est normal, mais donc Xavier McKinney qui part chez les Packers, donc voilà cette fois-ci il sort de la NFC Est, 68 millions de dollars pour 4 ans, ce qui fait une moyenne de 17 millions par an. Là aussi, même histoire, Joe Shane ne mettrait pas une somme pareille sur un safety, et donc le tradition tag qui était à 12 millions n'aurait servi à rien puisqu'il ne se serait jamais aligné. Donc là c'est quand même un peu plus décevant parce que pour le coup lui il n'était pas en baisse de régime contrairement à Saquon Barkley, il était plutôt au meilleur de sa forme après cette blessure à la main un petit peu bête il y a 2 ans. Il a fait une super fin de saison et c'est vrai que lui pour le coup on aurait vraiment bien aimé le garder. Donc ça a fait un trou dans le roster, mais voilà. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Et bon voilà, j'imagine que tu aurais aimé aussi le garder, forcément, t'allais pas dire alors, on le laisse partir. Le transition tag n'aurait servi à rien, mais dans la mesure où on a utilisé le tag sur personne, ça ne coûtait pas non plus grand chose de le positionner. Oui. De le positionner. Et ça c'était un choix de la part de Joe Shane qui m'avait un peu interrogé parce que je me dis en fait t'as la possibilité de mettre un tag. À la limite, essaye quoi. Oui, c'est vrai. Mais ça veut peut-être justement dire que dans l'esprit de Joe Shane, il n'y avait aucune chance que Xavier McKinney ne reçoive pas une offre en dessous d'un certain montant et que lui n'était pas prêt à aller jusqu'à ce montant-là. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà, quand on voit la valeur de Xavier McKinney, en effet, moi, je comprends tout à fait que Joe Shane n'ait pas voulu le re-signer parce que c'est extrêmement cher pour un safety, même s'il faut bien le dire, hein, McKinney, c'est un jeune joueur qui a joué 100% de ses snaps l'année dernière, ça, c'est incroyable, est extrêmement polyvalent et prend l'un des top 5 safety de cette ligue. Donc, ce que je disais hier, c'est que il y a quelque chose que on ne peut pas ignorer, c'est que nos 2 meilleurs joueurs de cette équipe ont quitté les Giants, hein, parce que offensivement, c'était nos 2 meilleurs free agents, parce que nos 2 meilleurs joueurs. Oui. Parce que j'étais en train de me dire, attends, je vais lui tomber dessus avec Dexter Lawrence. Non, il y a Andrew Thomas et Dexter Lawrence. Mais je veux dire, c'est que on a perdu 2 joueurs qui ont extrêmement de valeur. 2 cadres en tout cas, ça c'est clair. Voilà, et Xavier McKinney, bien sûr que j'aurais préféré qu'on le garde à ce prix-là. Bon, tant mieux pour lui qu'il aille ailleurs. Je suis néanmoins assez inquiet du niveau de notre backfield parce que même si Jason Pinnock nous a fait une bonne saison l'année dernière et que Dane Belton aide un peu de temps en temps, je pense aussi qu'ils ont eu des bonnes prestations parce qu'il y avait quelqu'un comme Xavier McKinney qui était là pour assurer les arrières de tout le monde. Ouais, alors je suis pas d'accord avec toi sur la saison dernière, il jouait très très peu en deep safety, il était plutôt en strong safety, voire les linebackers parfois, corner. Donc le safety au fond du terrain était très 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 rarement McKinney l'année dernière. Il l'a fait beaucoup, il y a plusieurs saisons et c'est là où il a fait ses plus d'interceptions, et l'année dernière c'était pas le cas. Mais dans la mesure où en fait tu n'as plus un McKinney dans ton effectif, ça veut dire que tu vas devoir utiliser un Jason Pinnock ou un Dane Melton. Alors il faut voir aussi comment est-ce que Bowen compte utiliser les safety. Mais et attention, la free agency n'est pas finie, Thiergo. Il y a beaucoup. On a vu beaucoup de safety qui se sont fait soit dégager de leur équipe, soit qui n'ont pas été re-signés, et qui sont, on va pas dire peut-être pas aussi bons, mais qui sont à un niveau pas loin de McKinney, plus vieux, et qui vont coûter beaucoup moins cher. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'aura personne pour le remplacer non plus. Non, je pense qu'on trouvera quelqu'un. C'est juste que sur la saison 2024 là qui s'annonce, je pense pas qu'on trouve quelqu'un du même niveau. Peut-être quelqu'un de plus vieux qui soit un peu moins bon, mais qui sera sur la pente descendante. Donc ça veut dire qu'aussi sur le long terme, tu as un problème que tu devras régler à cette position. Donc bien entendu, on dit le safety, c'est pas une position premium en comparaison à d'autres positions style pass rusher ou cornerback.
ça reste néanmoins une position que tu peux pas non plus totalement ignorer. Donc, attendons de voir ce qui va se passer sur le reste de cette free agency. Peut-être que ce sera aussi un poste qui sera adressé pendant la draft. Mais bon, tout ça pour dire que du côté de McKinney, on perd un très grand joueur qui va avoir une belle carrière devant lui. Après, vu le prix, il n'y a pas trop de regrets. Et je crois que nos amis fans des Green Bay Packers, eux, sont absolument ravis de cette signature et on les comprend. Ouais, bah c'est un super joueur, jeune, qui se blesse peu, voilà, à part quand il fait le con en quad pendant ses vacances. Voilà. Mais sinon, c'est un très bon joueur et c'est une super acquisition de leur part. Maintenant, on en revient toujours à la même chose. Où est-ce que tu veux mettre ton argent ? Et clairement, pour lui, Joe Shane. À mon avis, Joe Shane doit avoir une liste quelque part où il dit pour tel poste, suivant chaque saison, je ne mettrai pas plus de temps, à moins que le joueur soit vraiment exceptionnel Au moins, ce qu'on voit, c'est qu'il a beaucoup plus de méthodes que Dave Gettleman. Alors clairement, mec, qu'il allait au doigt mouillé, quoi. C'est mais c'est tellement ça. Il y a une vraie direction. On veut des joueurs intelligents, pas des gros idiots qui font n'importe quoi avec, tu vois, du genre à sortir des flingues en soirée ou genre de trucs comme on a pu entendre des histoires avec des DeAndre Baker, etc. Qui se blessent peu. Enfin, il a un profil de joueur et clairement les joueurs qu'il va rechercher quand il va signer des joueurs chez les Bills, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est des joueurs qu'il a déjà analysés et qui correspondent exactement à ce profil de joueur-là. Et donc il mise sur ça. Et il a aussi un montant maximum pour certains types de joueurs. Il va pas mettre n'importe quoi, n'importe où. Donc il a une vraie méthodologie, je suis 100% d'accord avec toi. Moi je suis plus rassuré avec un mec comme ça, plutôt qu'un Gettleman qui va dans toutes les directions et qui construit son roster n'importe comment, quoi. Là on n'est pas du tout dans cette situation-là. Mais bon, en tout cas, voilà, déception, effectivement, McKinney, moi je l'adorais et c'est triste de le voir partir. En tout cas, on a réussi. Donc pour l'instant, on n'a pas compensé ce départ de McKinney, mais on a plus ou moins compensé, et là je sais que tu as eu quelques discussions sur Twitter hier, Thiergo, le départ de Saquon Barkley par Devin Singletary, qui est un joueur qui ne se blesse pas, qui est running back, qui a été drafté par les Bills il y a 4 ans, je regarde, en 2019, qui fait des stats quand même très correctes, qui a l'année dernière joué à Houston pour sa 5e saison, il a fini la saison avec 898 yards, il est même à plus de 900 avec les playoffs. Et qui est un joueur qui est très bon pour éviter les plaquages et qui a une moyenne de yards gagnés, alors là qui est supérieure à celle de Saquon Barkley, mais là pour le coup je pense que la O-line y est pour beaucoup. Qu'est-ce que tu penses toi de cette signature ? T'es un petit peu moins convaincu que moi je pense, c'est clairement pas un running back 1 en puissance comme pouvait l'être Saquon Barkley, mais je pense que ça va changer la donne dans la manière dont on va utiliser nos running backs et qu'on risque de plus faire tourner là où Saquon Barkley jouait 95% du temps et que les autres on les voyait jamais. Ce qui était sûr, c'est qu'avec le départ de Saquon Barkley, il nous fallait un nouveau running back. Donc Devin Singletary, pourquoi pas. J'ai pas eu l'occasion plus que ça de regarder un peu ce qu'il a fait l'année dernière à Houston, mais les stats sont pas dégueulasses. Ce que je disais, c'est que tu vois, par rapport à Saquon Barkley qui a joué moins de matchs, au final il fait quand même un peu moins, mais ça c'est lié à tout un tas de différents facteurs, comme tu l'as dit. Saquon Barkley est beaucoup plus utilisé au sein de l'attaque des Giants. On avait aussi un jeu qui pouvait moins dépendre de la passe par rapport à ceux des Texans qui, eux, avaient un jeune rookie qui fonctionnait plutôt bien, tandis que nous, on était avec Daniel Jones, Tommy DeVito et Tyrod Taylor. Et puis, la ligne offensive, je ne sais pas ce qu'elle vaut à Houston, mais c'est aussi le facteur principal qui va déterminer le succès d'un running back ou pas. Je me rappelle, en fait, moi ce que je disais, je me rappelle de quand Devin Singletary était bon il y a 15 ans, parce que j'ai l'impression qu'il est dans la ligue depuis un moment, et en effet, je pensais surtout à ses premières années à Buffalo, où c'est un joueur qui a l'air quand même plutôt complet, qui a de bonnes mains, donc est-ce que Kafka pourra en faire la même utilisation que Saquon Barkley en faisant, comme tu le dis, tourner un peu plus l'effectif ?
ça ce qui va être intéressant à voir. Et comme on vient de le dire, vu que Joe Shane a un peu une échelle de valeur sur quels sont les postes qu'il faut privilégier, il a mis un peu d'argent sur le running back sans en mettre trop. C'est léger, c'est 5 millions, c'est que dalle. Ouais, c'est sûr que par rapport aux 12 millions par an de Saquon Barkley, c'est rien du tout. Et en fait, cet argent a été alloué à la place à des joueurs de ligne offensive qui manquent terriblement à New York. Donc bien sûr, hier, moi j'étais dans la déception et je disais ok, super. Tu voyais tout en noir. Tu voyais tout noir. Aujourd'hui, le tableau est un peu plus nuancé que ça. Je continue à penser que, en termes de talent, on n'est pas sur du Saquon Barkley, mais en termes de valeur, on est sur quelque chose qui est tout à fait correct. Et qui, on l'espère, nous permettra d'avoir un jeu de course qui complémente bien le quarterback, quel qu'il soit. Ouais, moi je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, on est bien au-dessus de ce que peut nous rapporter un Saquon Barkley, ça y a aucun doute. Et juste pour info, je suis en train de regarder les matchs qu'il a joués, Singletary. Alors, match joué en 2020, 16 matchs, match joué en 2021, 17, match joué en 2022, 16, match joué en 2023, 17. Donc sur les 3 dernières saisons, il a raté un match. C'est quand même assez ouf pour être signalé pour un running back, je pense. Et du coup, tu parlais de la O-line. Alors effectivement, la O-line, on a signé 2 joueurs. On a signé, alors là c'est encore des noms improbables, Jon Runyan, qui nous vient des Packers, qui est garde. Et on a signé, donc tu l'as évoqué tout à l'heure, ah merde, j'ai pas mis son nom. Comment il s'appelle déjà ? Je croyais y avoir... Jermaine Eluemunor. Tu l'as pas mis dans le... Si, je l'ai mis, je suis justement sur mon article de récap, si, c'est ça. 2 ans, 14 Jermaine Eluemunor, ok, 2 ans de 14 millions. Je sais pas qui si lui est... Oui, vas-y. Ouais, je sais pas si t'as vu ses tweets, donc il vient d'Angleterre, et en fait il raconte que le premier match NFL qu'il a vu, c'était en 2007 à Londres, c'était Giants contre les Dolphins, match qu'on a tu gagné. y étais, non ? C'est pas celui-là où t'étais ? Non, moi j'étais à Giants Packers avec toi en 2022. Ah, mais je croyais que t'étais allé avant, d'accord. Ok. Non. Okay. Alors, j'y étais allé avant. Il y a quelques années, c'était San Diego Chargers contre Tennessee Titans. Ok, bref. Il me semble que c'était ça. Donc, il a vu les Giants jouer la première fois. Ouais. Okay. Voilà, et c'était son premier match de NFL, et il dit, c'est ça en fait ce qui m'a motivé, ce qui l'a lancé dans ce sport. Et apparemment, il faut croire que c'est un bonhomme avec un certain gabarit, puisqu'il s'est retrouvé aux US à jouer en NCAA, et puis maintenant c'est un titulaire. Ou en tout cas un joueur qui contribue assez régulièrement en NFL. Ouais. Donc, et il est assez il est capable de jouer garde. Et j'ai vu en fait ses stats sur les dernières saisons. Il a joué garde et tackle quasiment à égalité. Il a fait les deux. Enfin, c'est assez ouf ce qu'il a pu faire. Et tu disais que c'était son premier match, etc. Et je sais pas si t'as vu son tweet ce matin. Il dit je me suis levé ce matin, je reviens toujours pas, je vais à New York, c'est incroyable. Enfin, le mec a l'air ultra heureux de se retrouver là. Ah ouais, c'est clair, ça fait plaisir. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'en fait, il va rester avec son coach de ligne offensive, puisqu'il arrive des Raiders et qu'on a recruté Carmen Bricillo des Raiders pour la ligne offensive. Donc, a priori, c'est évident que ça va peser dans la balance et que le mec a dit moi je veux ce mec là, il est bon et il va nous être utile, c'est évident. Et donc en fait il va être dans un environnement qui lui sera favorable avec des techniques de blocage qu'il connaît, une technique de coaching avec laquelle il est familier. Donc j'espère que c'est un joueur qui pourra contribuer sur la ligne offensive assez régulièrement. Pour moi à mon avis, c'est starter day one alors que ce soit en garde ou en tackle et que Evan Neal passe en garde et que lui passe en tackle, c'est possible aussi. Mais à mon avis, clairement, les deux, vraisemblablement, qu'on vient de citer, devraient jouer. Alors pour info, je suis en train de regarder aussi les stats, donc PFF, qui lui mettent pas une note PFF incroyable, mais l'an dernier, il a fait 574 blocs de passe, 22 pressions et seulement 2 sacs, donc c'est très honnête par rapport à... Nous, il y a des mecs qui ont fait pire en un seul match, on a des gardes qui ont pris plus que 2 sacs en un seul match, donc c'est assez cool de voir ça. Il est apparemment, Jon Runyan, très bon sur le bloc de passe, un peu moins bon sur la course, il serait peut-être un peu léger a priori de ce que j'ai vu, ou un peu moins puissant que certains. J'ai l'impression qu'on a quand même plus besoin d'avoir quelqu'un qui sait bloquer pour un QB que pour ouvrir des brèches à la course.
Donc en tout cas, c'est 2 signatures qui pourraient être très impactantes sur cette O-line. C'est pas la signature d'un top comme on aurait aimé, puisqu'on va en parler juste derrière, et c'est notre prochain sujet, ça va être le top joueur qu'on a signé, mais ça reste quand même solide, et je sais pas, mais ça me rappelle quelqu'un qui avait dit, moi je serais plus d'avis à aller signer du vétéran qui a déjà fait ses preuves et qui est bon, qu'à d'aller signer du rookie à la draft. Tu te rappelles ou pas? Y a pas un mec qui a dit ça un jour? Je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non, c'est moi qui ai dit ça, je l'ai dit 10 fois. T'abuses. Oh là là, t'abuses. Bref, tu veux dire autre chose sur ces 2 joueurs-là? Moi, je trouve que c'est des signatures qui sont intéressantes. On a évoqué John Runyon? Je t'ai pas entendu parler. Bah oui, j'étais en train de parler de lui à l'instant. J'étais en train de parler de lui. Ah, excuse-moi. Bah, Oh là là, il est fatigué, Thiago, oh là là. Il est 7h30, il va me faire un autre café. John Runyon, que dire de lui? J'ai demandé à nos amis de Packer France, Packer FR, ce qu'ils pensaient, et je vous dis ce qu'ils nous ont partagé. Meilleur en protection que sur jeu de course, polyvalent, mais loin d'être indispensable. Après, il n'était pas aidé par notre centre non plus. Le plus gros plus, c'est qu'il ne se blesse jamais, à voir dans un autre contexte et à quel poste il va jouer. Il était Franchement, aussi... ça me va, hein. Il était aussi left tackle au college, si je me trompe pas. Il était dans une rotation cette saison, n'a pas montré ce qu'il faisait pour être starter et indispensable, encore au tarif annoncé hier. Donc en fait, j'ai le sentiment que pour nos amis des Packers, ils se disent, bon, nous on l'aurait pas re-signé à ce prix-là, mais ça reste un joueur tout à fait correct. Ah, mais peut-être que dans leur O-line, c'est comme ça, mais dans la nôtre, c'est, je pense, un starter quasiment assuré, quoi. Et encore une fois, il a part de plus bas, c'est sûr. Hein, ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Donc, seulement 2 sacs l'an dernier, mec. Et il se blesse pas. Il l'a dit, tu vois. Il l'a dit. Voilà. Moi, je pense que il vient de décrire un joueur qui peut être starter dans notre O-line, en fait. Et c'est un upgrade en tout cas par rapport à ce qu'on a. Et le fait de pas se blesser, rappelle-toi tellement la galère, on était l'équipe qui avait le plus de combos différents de joueurs, tellement on a eu de blessés dans notre O-line. C'est super d'avoir un mec comme ça. Ça veut pas dire qu'il va pas se blesser, hein, mais c'est super d'avoir un mec comme ça. Donc, non, on sent au moins que on a fait un upgrade sur la ligne offensive. C'est clair. Et puis en effet, ça va être ultra important parce que on a besoin de protéger notre QB, on a besoin d'ouvrir des brèches pour notre running game. Donc, pour le coup, la seule chose qui m'inquiète un peu, c'est que jusqu'à présent, Joe Shane n'a pas montré qu'il était un très bon évaluateur de talent sur la ligne offensive. Si tu regardes Evan Neal et Mark Glowinski, ça fait un peu peur. Alors on espère qu'il se rattrapera et que c'était juste des erreurs de parcours, mais c'est sûr que le passé pour Joe Shane sur cet aspect-là n'est pas très rassurant. Ouais, Glowinski, ça venait combler des trous et il a un peu pris ce qu'il pouvait avec le cap qu'il avait. Evan Neal, je crois qu'il n'est pas le seul. Enfin, je veux dire, s'il l'avait pas pris, il était pris 2 tours après, Evan Neal. Donc, bon, là, on peut pas trop le vouloir non plus. Glowinski, ce qui est dingue, c'est qu'on l'a signé en disant, oui, bon, c'est un joueur qu'on signe avec le peu de cap qu'on a, donc c'est ça. On a très peu d'attentes pour lui. Et sauf que Glowinski a été pire que le très peu d'attentes qu'on avait pour lui, quoi. Donc, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de Joe Shane ou est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos du coach de la O-line? Je me permets de douter. Non, alors, il y a aussi un aspect coach O-line, mais coach O-line, là, ça reste aussi la responsabilité de Joe Shane et de Brian Daboll. Je veux dire, c'est sûr. Le general manager est general manager, donc il est responsable des joueurs qu'il a signés. 100%. Maintenant, je suis d'accord avec toi. On a a priori signé un coach de O-line qui a une bien meilleure réputation dans la NFL et qui devrait améliorer les choses. Et on vient de signer 2 joueurs qui sont largement au-dessus des joueurs de ligne offensive qu'on a, à part peut-être Andrew Thomas, et c'est tout, quoi. Oui, on a un seul joueur qui est correct pour l'instant. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Bon, en tout cas, donc à ce moment-là, on se dit, bon, ok, on a fait des signatures, c'est un petit peu chaud. Et là, on voit pointer le bout du nez une rumeur de Brian Burns qui serait une cible des Giants. Apparemment, les discussions sont en cours et tout se passe bien. Ils se seraient mis d'accord sur
les échanges, puisque ça c'est un joueur qui n'était pas free agent, mais il se serait mis d'accord sur quel pick échanger ou quel joueur échanger, et il ne restait plus qu'à définir un contrat, puisque Brian Burns avait été tagué par les Panthers un tout petit peu avant. Brian Burns, on rappelle, l'année dernière, les Panthers avaient refusé de la part des Rams un 2e tour de draft et 2 premiers tours de draft pour le garder une saison de plus. Tour de draft. Ouais, il y avait un 2e tour en plus. Tout ça pour faire une saison à 2 victoires catastrophiques. Et donc là ils l'ont signé, ils l'ont tagué évidemment dans l'objectif de le revendre, c'était clairement le cas. Et donc on apprend juste après que Joe Schoen, je pense que pour moi c'est la première vraie sans compter le contrat de Daniel Jones, mais c'est la première vraie grosse signature et la première fois aussi qu'il a un peu les moyens de faire une grosse signature. Et donc il signe un contrat à Brian Burns, inside linebacker, pass rusher, 5 ans, $150 millions, donc 87,5 garantis. 141. Les 150, c'est ce qui est sorti au début, mais en fait, c'est 141 millions. Pardon. Ok. Mais, bon, on n'est pas très loin. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher 30 millions par an, il en touche 28 millions. Ouais. Donc, oui, ça reste une très très grosse signature. Pour le joueur qui était le last star chez les Panthers, avec son petit délire Spider-Man, l'araignée, c'est en tout cas à lire ce que les fans des Panthers écrivent sur les réseaux, ils sont ultra dégoûtés de le voir partir. C'était pour eux un joueur pilier de leur effectif et ils sont super dégoûtés. Ouais, c'est clair que c'est assez impressionnant. En fait, je lisais sur Twitter que la compensation qu'on a eue, elle est quasiment équivalente. La compensation qu'on a donnée aux Panthers pour avoir Brian Burns est quasiment équivalente à ce qu'on a reçu des Seahawks contre Leonard Williams, puisqu'on rappelle qu'ils nous ont donné leur choix de 2e tour et un 5e tour, tandis que là, en fait, on a donné notre premier choix de 2e tour, donc le 39e choix overall aux Panthers, donc c'est un peu meilleur que ce que les Seahawks nous avaient donné, plus un choix de 5e tour en 2025, et il y a un échange de choix de 5e tour en 2024. Donc pour faire simple, on va dire c'est un 2e tour et un 5e tour pour Brian Burns, qui est vraiment une belle affaire vu le prix que tu as annoncé l'année dernière. Et puis, pour ce qui est de l'extension de contrat, c'est assez dingue de se dire que, comme ça, d'un coup, tu as 141 millions de dollars qui partent pour ce joueur-là, mais il n'a que 26 ans. Donc, ça veut dire que quand il aura terminé son contrat, il sera tout juste du mauvais côté de la trentaine. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Et bien entendu, encore faut-il qu'il aille jusqu'au bout de son contrat. En regardant un peu les chiffres, les Giants, en fait, sont vraiment lockés avec Brian Burns pour 3 ans. Parce qu'ils peuvent le couper à partir de la 3e année et faire une petite économie, mais ils se tapent un montant de dead money qui est absolument indécent. Donc je doute qu'on le coupe avant les 3 ans, à moins que tout soit absolument horrible, qu'il soit tout le temps blessé, enfin que ce soit le scénario qu'on appellera Daniel catastrophe. Non, on l'appellera pas comme ça. Et juste un truc aussi, ce que j'avais lu des trucs là-dessus, c'est que souvent ce qui se passe quand tu as des gros contrats comme ça sur des 4-5 ans, c'est que généralement, et c'était le cas avec Leonard Williams, tu as un contrat qui impacte peu ton équipe sur les premières années et qui finit par exploser à la fin. Et c'était pour ça qu'on était un peu coincé avec Léo Williams, c'est qu'on arrivait dans des plus de 30 millions sur des... Voilà, alors que son contrat au tout début était très faible. Donc ça peut être intéressant quand tu as un contender pour le Super Bowl dans les premières années et que tu veux te garder du cap et tu te dis, bon, en gros, tu balayes la merde sous le tapis et tu te dis, on verra dans 4 ans ce qui va se passer, il sera bien temps d'en discuter. Là, c'est pas le cas puisqu'en fait, on a un contrat qui est assez plat et qui est quasiment, en gros, à peu de choses près, à 28-30 millions tous les ans. Alors, il augmente un petit peu, mais c'est léger. Et ça, c'est pareil, c'est une des caractéristiques de Joe Schoen. Il fait souvent ça et il fait en sorte de pas se mettre tout seul dans la merde pour les années à venir. Donc, c'est aussi une bonne manière de gérer le futur et pas de se dire je vois à court terme sur 2 ans et puis de toute façon dans 3 ans je serai plus là, donc ce sera le problème du GM d'après. Donc voilà, je trouve que c'est aussi intelligent dans la manière de faire. Je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve que c'est plutôt sain de gérer un contrat comme ça. Oui, et puis il y a aussi le plafond salarial qui augmente chaque année, donc exact. Donc en fait on espère, là pour le moment avec le plafond salarial qu'on a, le salaire de Brian Burns correspond à un peu moins de 11%. Enfin, au plus fort, ce sera 11% du cap.
En fin de contrat, ce sera 9,7%. Donc on est à 10-11%, ce qui est pas dégueulasse pour un jeune joueur, du moment qu'il est productif. Donc oui, niveau structure de contrat, je suis absolument pas inquiet, c'est plutôt bien géré, et on a des portes de sortie qui sont à notre disposition si on a besoin de s'en servir. Donc Brian Burse, si on parle un peu plus juste du joueur, j'ai regardé un peu ce qui valait sur le terrain, et j'ai l'impression qu'en fait c'est quand même un bon mix de vitesse et de puissance. Tu vois, il est assez polyvalent niveau rush, donc je suis assez enthousiaste à l'idée de le voir aux côtés de Dexter Lawrence, qui était drafté. De Dexter Lawrence et Thibodeau, mec, ça va Voilà. être nos 3 joueurs de D-line, c'est assez violent. Hein. Et comme je disais, Brian Burns a été drafté juste avant Dexter Lawrence. En 16e position lors de la draft 2019, c'était Brian Burns qui était drafté par les Panthers, et puis après les Giants ont drafté Dexter Lawrence. Donc ouais, ce combo-là, plus Thibodeau en tant que rusher, ça va être top. Et ça fait l'année dernière, on espérait que Azeez Ojulari puisse en fait apporter un peu de pass rush aux côtés de Thibodeau. Il s'est rien passé. Là, du côté de Brian Burns, je m'attends clairement à ce que ça se passe comme ça, et qu'on ait enfin un pass rush qui soit digne de ce nom. Ouais, complètement. Et la dernière fois qu'on a eu 2 pass rushers de ce niveau-là, c'était la période Super Bowl, hein, les années 2010. Hein, c'était depuis, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu ça. Et donc là, il est dans sa carrière, et donc il fait 7 sacs et demi, 9 sacs, 12 et demi et 8. Il a 46 sacs. Donc je crois que la dernière fois qu'on a eu un joueur dans notre effectif qui avait plus de 40 sacs en carrière, c'était avec, comment il s'appelle, notre ami qui est parti aux Buccaneers après, qui s'est fait exploser la main avec des feux d'artifice, Jason Pierre-Paul. Ouais. Donc tu vois, ça remonte quand même sacrément, et ça fait du bien d'avoir ça, et c'est pas impossible que Thibodeau arrive dans les mêmes zones, et donc avec 2 joueurs qui sont autour des 10 sacs, qui sont en plus capables de défendre contre la course, ça peut être vraiment très cool. Et juste pour info, puisqu'on en a parlé, donc le nombre de matchs joués par ce joueur, en 2019 c'est 16 sur 16, en 2020 c'est 15, en 2021 17 sur 17, en 2022 16 sur 17, et en 2023 16 sur 17. Donc là aussi, encore une fois, un joueur qui ne se blesse quasiment pas. C'est miraculeux, c'est incroyable de se dire qu'on a chopé des joueurs comme ça, c'est quand même très cool. Ouais, sans déconner, avoir un effectif avec des joueurs qui se blessent pas, mais mec, si ça se concrétise chez nous, parce que les mecs évidemment peuvent se blesser, je sais pas, ce serait vraiment terrible, on n'aurait vraiment pas de chance, mais je trouve que c'est vraiment trop intelligent de prendre ce truc là en compte. Donc bon, bref, je vais peut-être jeter des fleurs à Josh Allen, mais... et puis aussi, si je dis pas de bêtises, il me semble que les responsabilités d'André Patterson, le coach de la D-line, ont été un peu élargies au pass rush. Donc quand on voit le travail que Patterson a fait avec Dexter Lawrence et le reste de la D-line, si il a maintenant sous sa houlette Kayvon Thibodeau et Brian Burns, bah ça promet. C'est clair. Il y a un énorme potentiel. Et puis quand tu regardes notre front seven de manière plus globale, donc tu as Dexter Lawrence, Thibodeau, Brian Burns, Okereke, McFadden qui en second couteau, qui certes n'est pas au niveau de Okereke, mais peut bien aider s'il apprend à plaquer correctement. Le seul point faible que je vois dans ce front seven, c'est que on n'a pas un deuxième D-line de l'acabit d'Ashawn Robinson pour le moment. D'ailleurs, Ashawn Robinson qui vient de signer ailleurs, hein, on vient de le voir. Il vient de partir chez les Panthers. Donc il va peut-être falloir trouver quelqu'un, comme tu as dit tout à l'heure, la free agency n'est pas terminée, mais ce serait pas mal de trouver quelqu'un à mettre aux côtés de Dexter Lawrence pour que ça pousse un peu au milieu de la ligne offensive, et qu'on puisse plaquer Saquon Barkley derrière la ligne d'engagement aussi souvent que possible. Ouais, et oublie pas que tu peux avoir aussi complément avec Ojulari qui peut aussi rentrer en plus sur certaines occasions. Il est pas parti Ojulari, donc non, il est pas parti, mais du coup maintenant Ojulari je vois plutôt alors qu'avant je le voyais comme un titulaire, maintenant pour moi c'est juste un joueur de rotation. Ah bah clairement, ah bah évidemment, ah bah là il y a aucun doute, c'est évident, mais c'est intéressant d'avoir un Ojulari en rotation. Écoute, je crois qu'on a
pas mal fait le tour. Peut-être la seule chose qu'on pourrait évoquer, c'est la signature de Drew Lock qui vient de... Voilà, Tyrod Taylor est parti pas très loin puisqu'il a été chez les Jets, donc je pense qu'il n'a pas besoin de déménager pour le coup. Et donc, on l'avait signé l'année dernière, Tyrod Taylor, où il y a 2 ans, en tout cas c'était 5,5 millions par an son contrat, je me demande si c'était pas 2 ans et 11 millions. Et là, Drew Lock, donc il est parti pour 2 ans chez les Jets à 18 millions, donc c'est un contrat bien supérieur, mais en même temps il a montré qu'il avait le niveau. Taylor, et les Jets... Oui, Tyrod Taylor. Et les Jets avaient un énorme problème de QB remplaçant l'an dernier, c'était une catastrophe chez eux depuis que comment il s'appelle Aaron Rodgers s'était blessé. Je mange son nom. Aaron Rodgers s'était blessé. Derrière, il n'y avait personne. C'était la cata. Donc là, je pense qu'ils se sont dit pas 2 fois la même erreur et ils ont bien raison. Donc là, ils ont vraiment mis de l'argent. Et donc voilà, Josh Allen, encore une fois, sur un QB2, je ne mets pas autant d'argent. Mais il a trouvé quelqu'un pour 5 millions. Donc Drew Lock qui signe 1 an pour 5 millions. J'ai lu partout, et tout le monde le dit, ça ne change en rien les plans qu'ont les Giants sur la draft. Parce que tout le monde dit, on a signé un QB, c'est sûr, on prendra pas un QB au premier tour. Moi, je suis pas du tout sûr de ça. Non, absolument pas, ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, on va pas en parler aujourd'hui, mais ça veut pas dire qu'on va pas signer un QB avec notre pick 6. Mais d'ailleurs, alors, on va pas y passer trop de temps parce que c'est déjà fait, mais je voudrais juste avoir ton avis sur ces 2 jours avant la free agency où en fait, beaucoup de monde s'est demandé si les Giants allaient signer Russell Wilson. Est-ce que toi, tu aurais voulu qu'on signe Russell Wilson ? T'as vu combien ils l'ont signé, les Steelers ? 1,5 million. Bien sûr que j'aurais voulu qu'on signe Russell Wilson à ce prix-là. Pourquoi non ? Pourquoi tu dirais non ? Ouais, alors en fait, c'est marrant parce que moi, Russell Wilson, alors c'est un excellent joueur qui a remporté en plus son Super Bowl à New York. Enfin, c'est pas que je suis pas fan du garçon, mais c'est pas un gars que je voulais absolument à New York. Moi non plus. En fait, quand les Broncos l'ont libéré, ont annoncé qu'ils le libéraient et que tu as tous les podcasteurs de la sphère New York Giants qui ont commencé à en parler, j'ai écouté plein de trucs et puis je me suis auto-convaincu que ça pouvait être une bonne idée. Et un point que j'avais trouvé intéressant, c'est que oui, bien sûr, tu pouvais avoir Russell Wilson au minimum vétéran parce que vu que, pour ceux qui n'ont pas suivi, vu que les Broncos devaient encore lui payer 39 millions de dollars, s'il touchait le minimum vétéran ailleurs, eh ben, les Broncos devaient quand même lui payer les 39 millions de dollars, moins le salaire qu'il touchait ailleurs. Donc en fait, là, les Broncos sont plus que 37,5 millions à lui payer. Donc tu avais la possibilité d'avoir un top 10 quarterback pour le minimum salarial pour 1 an. Et en fait, quel est l'intérêt d'avoir ça quand tu as Daniel Jones et quand tu vas peut-être drafter un QB haut? Et ben, le point que j'avais trouvé ultra intéressant, c'était de se dire, déjà Daniel Jones, c'est à peu près sûr qu'on l'aura pas prêt en début de saison, malgré ce que dit Joe Schoen. Joe Schoen est en train un peu de brouiller les pistes en disant oui, il est en avance sur son rétablissement, blablabla, mais bon, ça, on demande à voir. Mais ce qui aurait été intéressant, je trouve, c'était d'avoir Russell Wilson comme titulaire, Daniel Jones comme QB2, et quand même la possibilité de drafter un quarterback soit au premier tour, soit au deuxième tour pour être sur le banc et apprendre tranquillement. Bon, c'est pas comme ça que ça va se passer puisque il a très vite décidé de signer chez les Steelers, mais c'est vrai que ça aurait pu quand même pas mal impacter nos plans pour l'intersaison si on s'était retrouvé avec Russell Wilson à New York. Ouais, il a fait une visite chez nous apparemment, mais bon, c'était pas suffisant. Et puis les Steelers, c'est bien pour lui, parce que aussi pour lui, en fait, dans tous les cas, ils auraient été payés partout pareil. Il y a plus d'avenir chez les Steelers où il peut potentiellement être très impactant dans une équipe qui depuis des centaines d'années ne fait pas de saison avec des bilans négatifs. Donc je pense que c'est une bonne équipe pour atterrir là-bas pour lui, c'est intéressant, et il sera mieux là-bas qu'à New York en tout cas, je pense. Bon, en tout cas voilà, tu vois, on met 5 millions sur un Drew Lock, évidemment que 1,5 million pour un Wilson, j'aurais dit oui. Ok, et écoute, est-ce que juste on va aller checker, est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose entre temps sur, je pense pas, mais on va juste vérifier au cas où avant de raccrocher. Ce serait trop con qu'on ait signé un truc de malade, mais non, a priori non, je ne vois pas. Bon, écoute, on va s'arrêter là. Twitter, ça me fait des trucs bizarres maintenant. Il me met pas les tweets les plus
les plus récents en premier, il met des merdes, des trucs pourris avec des vidéos nulles, ça devient n'importe quoi. Oui, Bref. c'est l'onglet pour vous qui ne sert absolument à rien. Moi, à chaque fois que je vois des fans des Giants qui postent des théories complètement farfelues et débiles, tu sais, c'est des fans américains qui disent l'autre jour, il y a un type qui a fait croire qu'on avait signé un gros receveur alors que c'était pas vrai. Moi, je vais sur l'onglet masqué et comme ça, je ne le vois plus dans ma timeline. Mais ouais, non, il se passe rien. Affaire à suivre. Tiens, juste une note parce que je vois que les Dallas Cowboys sont en train de tweeter. Mais qu'est-ce qu'ils font à Dallas? Ils ont pas l'air de faire grand-chose. Ils ont signé quelqu'un depuis hier? Bah, non, j'avoue que j'ai pas trop suivi. Alors, les Eagles, ils étaient à 88 millions dépensés hier, donc ils étaient quand même assez actifs. Et Dallas, non, j'ai pas vu. Il y a un edge qui est barré. Non, j'avoue que j'ai pas trop suivi ce qui s'était passé. Ouais. Bon. Je ne peux pas te dire. Bon, écoute, hein, ils font leur merde dans leur coin. Peu importe, on fera le bilan plus tard. Écoute, on se refera un point si jamais il se passe d'autres choses. En tout cas, c'était, je pense, nécessaire parce que c'était tellement dense hier comme journée, donc on avait besoin de faire ce podcast et faire un point sur tous les moves qu'on a eu. Évidemment, il y en aura d'autres, et évidemment, d'ici la draft, il y aura encore des podcasts puisqu'on va bien évidemment faire une preview et essayer d'anticiper un peu ce qui va se passer, et on sera très dépendant de ce qui va continuer à se passer pendant cette free agency. Merci Thiergo, merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt sur un Legend Podcast. À plus tout le monde, ciao. Salut.